Mesdames et messieurs, bienvenue à notre chaîne encore. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance de Trump. Comme tout le monde le sait certainement, Donald Trump a commencé son second mandat en fanfare. Et il multiplie les actions, il multiplie les décisions, les unes plus controversées que les autres. Et l'une de ces décisions qui a attiré mon attention le plus et dont je voulais parler aujourd'hui est l'agence de l'USAID qu'il a décidé donc de supprimer, bien que un juge a bloqué cette décision pour l'instant. Et je m'en vais tout de suite vous dire ma position, c'est que les États-Unis ont un devoir moral d'apporter une aide financière internationale à des couches défavorisées, voire appauvries, et une situation dans laquelle les États-Unis ne sont pas tout à fait étrangers. Et je vais expliquer les raisons qui fondent ce jugement que je fais. Premièrement, nous allons parler, remonter jusqu'à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et la naissance des institutions de Bretton Woods ou du système de Bretton Woods, qui était d'abord un système fondé sur ce qu'on appelait l'étalon or. Vous savez, le dollar donc était lié à l'or, ce qu'on appelait donc, comme je l'ai dit, l'étalon or, qui était un système monétaire où l'unité monétaire était définie en référence à un poids fixe en or, et que chaque monnaie nationale était librement convertible donc en or. Et donc ce système avait donné naissance également aux institutions de Bretton Woods que nous connaissons tous. Mais là où je vais m'appesantir, c'est le fait que ces systèmes, ces institutions de Bretton Woods, qui en général prêtent de l'argent à des États et en fait d'actualité d'ailleurs, donc un pays comme le Sénégal, on a vu on a découvert qu'il est surendetté. Donc, ces institutions prêtent de l'argent à des États et ces prêts sont libellés en dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cela augmente la demande en cette devise, donc le dollar, ce qui est un avantage certain pour les États-Unis. La confiance et aussi la demande en leur monnaie renforcent donc leur position de force économique, de leur position de puissance économique. Et, mais, donc il y a ce point. En 1971, le président américain d'alors, du nom de Richard Nixon, avait donc mis fin à l'étalon d'or et pour donc laisser le dollar libre. Une situation inédite et qui était un peu dangereuse. Mais c'était en 71, donc 2 ans plus tard, il y a eu le choc pétrolier. Surtout quand l'Arabie Saoudite a refusé de vendre du pétrole aux États qui soutenaient Israël dans la guerre du Kippour, notamment les États-Unis. Et tout de suite, ils ont compris que c'était dans une situation assez délicate, les Américains, et à laquelle ils allaient tout de suite remédier. Ils ont envoyé en 1974 le nouveau secrétaire au Trésor du nom de William Simon dans un voyage donc très confidentiel en Arabie Saoudite. C'était pour aller leur proposer un deal
un deal que je considère comme criminel, si vous me posez la question, parce que voilà ce qu'il leur avait proposé. Il a proposé aux Saoudiens qui étaient ou qui sont leaders dans l'OPEP de décréter presque euh, unilatéralement que le pétrole saoudien ne se vendrait qu'en dollars. Et c'était là la naissance donc du système qu'on appelle le système de pétrodollar. En revanche, en contrepartie, les Saoudiens allaient avoir des contrats d'armement pour se protéger de leurs faux ennemis iraniens et aussi booster un peu leur économie. Et avec leurs excédents en pétrodollars, ils pouvaient investir dans l'économie américaine par l'achat de bons du Trésor, que les Américains appellent des IOU. Donc, il y avait ce système qui était aussi né. Donc, voilà deux systèmes. Le système international sur lequel le commerce ou en tout cas qui faisait que donc le système des institutions de Bretton Woods qui font que le marché financier monétaire international est fondé sur le dollar, ce qui renforce cette monnaie. Mais également, il y a donc le système du pétrodollar qui fait que toutes les nations du monde, s'ils veulent se procurer du pétrole, le font en dollars, ce qui fait encore que la demande en cette devise a augmenté. Donc voilà deux avantages presque indus dont profitent les États-Unis depuis 1945 pour l'un et depuis 1974 pour l'autre. Et ces deux avantages vont se retrouver également dans un troisième aspect, c'est la Réserve fédérale des États-Unis, qui est la machine à sous des États-Unis, dont nous allons parler également dans un instant. Mais un autre fait qu'il faut noter, c'est que en 1979, le président de la Réserve fédérale, le président d'alors, Paul Volcker, avait fait grimper les taux d'intérêt à 20%, ce qui avait plongé les États-Unis dans une récession, mais le but visé, c'était d'affaiblir les économies de l'Amérique latine, des économies déjà lourdement endettées en dollars, bien entendu. Et donc, ce taux d'intérêt avait fait plonger leur monnaie, baisser la valeur de leur monnaie et les avait poussés et avait finalement réduit presque à néant leur pouvoir d'achat et de consommation en pétrole. Pendant ce temps, les Américains se procuraient du pétrole saoudien à bas prix. Donc, des coups bas de ce genre, il y en a vraiment beaucoup eu à travers le monde où les Américains ont profité d'un système ou de système international presque, on dirait, injuste pour maintenir leur puissance à travers le monde. Donc, et en sus de cela, les Américains ont souvent mis la pression, ont souvent mis une certaine pression sur le monde à travers les multiples guerres qu'ils ont menées. Car si vous y prêtez attention, à chaque fois qu'il y a eu une guerre, il y a souvent eu ce que certains gouvernements l'utilisaient, on disait que c'était donc des excuses. Mais la conjoncture internationale, le prix du pétrole qui grimpe, et le pouvoir d'achat qui baisse dans certains pays, la flambée des prix des denrées alimentaires et tout cela. Donc, les États-Unis ont souvent mis le monde en pas sac. C'est justifié et juste, moralement, juste qu'ils en rendent un peu au monde. Donc, pour citer quelques-unes de ces guerres, et aussi les lier d'ailleurs à ces avantages que je viens de citer, à ces systèmes d'abord monétaires
des institutions de Bretton Woods, des systèmes du pétrodollar, les États-Unis ont souvent mené des guerres en relation directe avec ces systèmes. Et ils ont deux choses, il faut le voir. C'est d'abord leur monnaie forte qui est le socle de leur économie et aussi leur armée qui est donc le bras, donc la défense de ce système de prédation. Euh, donc, l'un nourrit l'autre, c'est comme ça. Parce que, vous savez, le budget de la défense des États-Unis, comme on le dit souvent, dépasse celui de 10 ou 12 autres nations les plus puissantes qui viennent juste derrière. Donc, l'économie nourrit la défense et la défense aussi protège l'économie. Et dans ce sillage, je vais vous parler d'au moins deux guerres qui ont un rapport direct avec ces systèmes. Et l'une, c'est la guerre en Irak. La guerre en Irak, comme vous le savez, n'a jusque-là pas eu de justificatif satisfaisant. Ils avaient parlé d'armes de destruction massive, et je vais vous dire ce qu'a été ou quelle est cette arme donc de destruction massive. C'est qu'en 1999, Saddam Hussein avait décidé de vendre son pétrole en euros qui venait juste de naître plutôt qu'en dollars, en euros aussi pour diversifier. Et ça, c'était une attaque directe à ce système du pétrodollar, une chose qu'il ne faut pas faire parce que ne voulait pas que cela fasse tache d'huile et que d'autres nations se rebellent et font la même chose. Et donc, voilà pour moi ce qu'a été l'arme de destruction massive de Saddam et qu'il fallait qu'on l'élimine. Parce que dans la foulée, je pense qu'en 2000 ou 2001, d'autres nations l'avaient fait. Il s'agit de la Russie, du Venezuela et de l'Iran, qui eux aussi avaient commencé à vendre le pétrole dans d'autres devises. Et vous allez voir avec moi quels ont été aussi les soubresauts qui ont affecté ces pays depuis lors. Parce que dans le cas du Venezuela, juste cette année-là ou l'année qui a suivi, il y a eu une tentative de coup d'État contre Hugo Chavez pour avoir donc osé défier ce système du pétrodollar. Et la Russie, quant à elle, subit encore les attaques et les menaces de guerre. Idem pour la Russie, qui a eu son lot de guerres et d'attaques ou de sanctions en tout genre. Donc voilà un exemple de ces guerres qui sont liées. Et une autre guerre liée, celle-là, à une attaque considérée comme une attaque contre les institutions de Bretton Woods, c'est la guerre contre Kadhafi. Lui, il avait voulu mettre en place une banque africaine adossée à une monnaie africaine qui elle-même est liée et adossée au dollar, à l'or plutôt, et l'argent, c'est-à-dire les métaux précieux. Et ça, c'était une attaque directe et au franc CFA et aussi au dollar à travers donc les institutions de Bretton Woods. Parce que l'ambition de Kadhafi, c'était de libérer les pays africains de la dette esclavagisante des institutions de Bretton Woods. Mais s'il le faisait, et donc libérer les pays africains des institutions de Bretton Woods, ce qui serait dommageable au dollar et à l'économie américaine, mais s'il les sortait de ce système en les connectant donc à cette monnaie africaine nouvellement créée, c'est également le franc CFA qui s'envole et ça, ce serait dommageable à la France. Voilà pourquoi ils se sont ligués contre lui pour également l'éliminer. Vous voyez? Donc, et pour toutes ces raisons, je dis que les États-Unis ont un devoir moral de rendre un peu au monde à ces couches défavorisées, à ces couches
appauvris et affaiblis par leurs actions depuis très très longtemps. Et je vais parler maintenant de la Réserve fédérale et comment elle aussi contribue à tout cela et peut-être même contribue à financer certaines de ces guerres. Et, la Réserve fédérale, d'abord pour en parler, je dois parler d'un écrivain américain du nom de G. Edward Griffin ou Edward Griffin, qui a écrit un bouquin sur la Réserve fédérale américaine. Et il a intitulé le livre en anglais The Creature from Jekyll Island, ou La créature de l'île de Jekyll, qui est une île au large de l'État de Géorgie aux États-Unis. C'est là que quelques personnes, 5 ou 6 personnes ou pas plus, se sont rencontrées en catimini. Ils sont tombés d'accord d'y aller par voie séparée afin de ne pas éveiller des soupçons du public ou même des journalistes assez curieux. Et ils se sont mis en conclave sur cette île pendant quelques jours pour donc ficeler ce plan diabolique de la mise en place de la Réserve fédérale américaine. Et, ils sont tombés d'accord et ils ont poussé le président à signer, à promulguer donc cette structure. Et ils l'ont fait à la veille de Noël. Tout a été bien préparé. Le 23 décembre 1913, donc 23 décembre, à 2 jours de Noël, où pendant que la majeure partie des membres du Congrès américain étaient déjà en vacances. Donc ils l'ont poussé là très vite en catimini pour le faire pousser le président Woodrow Wilson à le signer. Et ce qui est intéressant dans cette réserve fédérale, et comme dit d'ailleurs J. Edward Griffin, cette réserve fédérale américaine qu'on appelle ici the Federal Reserve Bank, elle dit qu'elle n'est ni fédérale parce que le Congrès américain n'a pas de droit de regard dans ces décisions. Donc ces décisions elle est autonome et indépendante, et ces décisions sont définitives. Donc le Congrès ne vote pas là-dessus, ni n'approuve ou ne désapprouve. Vous voyez? Donc elle n'est pas fédérale. Tout ce qui est fédéral est aussi soumis donc, au vote du Congrès qui doit décider si c'est bon ou pas bon pour le peuple américain. Et ce n'est pas le cas donc, de la Réserve fédérale. D'où donc pour J. Edward Griffin, elle n'est pas fédérale. Ce n'est pas également une réserve. Ce n'est pas un endroit où on a stocké de l'argent et quand il y a besoin et on en retire. Non. Et ce n'est pas également une banque, dit-il, puisqu'il n'y a pas des opérations bancaires classiques qui s'y passent. Donc voilà cette structure diabolique, comme je disais. Et d'ailleurs, parmi les 6 fondateurs de la banque, il y avait 2 étrangers, on peut dire. Parce qu'il y avait un Allemand, un natif de Hambourg, un financier, qui était venu aux États-Unis à l'âge de 39 ans, un gars du nom de Paul Warburg. Il est venu en 1907 aux États-Unis et c'est en 1913, je dois dire 6 ans plus tard, qu'il a participé à la création de la Réserve fédérale. Il y avait également un Canadien du nom de Arthur Edwin Shelton qui a été maire de Calgary dans la province d'Alberta aux États-Unis, au Canada, pardon. Il est même mort à Vancouver dans la Colombie britannique. Vous voyez, donc ce n'est même pas tous des Américains qui l'ont mise en place, cette structure. Mais voilà ce qu'elle fait. Puisque les États-Unis, l'économie américaine est adossée à ce système dont on a parlé, ça aussi donne libre cours à cette structure d'imprimer de l'argent à souhait, parce que cette monnaie est en demande à travers le monde. Les États en ont besoin dans leurs prêts pour rembourser leurs dettes. Les États en ont besoin pour se procurer du pétrole à travers le monde. Vous voyez?
et puis tant d'autres actions, tant d'autres opérations financières qui se passent donc dans le commerce mondial qui également font appel donc au dollar. Vous voyez, donc pour toutes ces raisons, je dis que les États-Unis ont ce devoir. Ils ont ce devoir. Parce que comme ils disent eux-mêmes, les Américains, with power comes responsibility. Avec le pouvoir, donc, vient la responsabilité. Et si les États-Unis sont la première puissance économique, eh bien, ils ont également donc ce devoir d'aider euh, les plus faibles économiquement à travers le monde et pas les dépouiller du peu qu'ils ont. Et il y a eu cette fixation donc sur l'USAID, mais le budget de l'USAID en 2023, c'est-à-dire la dernière année où on dispose de toutes les données, était de 40 milliards de dollars. Bon, c'est beaucoup, c'est peu, c'est selon. Mais ils ont remarqué que dans le département de la défense ici aux États-Unis, ils ont noté 60 milliards de gaspillage déjà. 60 milliards de gaspillage, c'est-à-dire une fois et demi le budget euh, de l'USAID. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. 40 milliards, c'est également pour vous montrer un peu 0,7% du PIB, du budget plutôt, pas PIB, mais du budget de l'État fédéral. Donc ce n'est pas vraiment grand-chose. S'il y a des problèmes dans l'USAID, ils peuvent les déceler et juste essayer de court-circuiter la corruption et les détournements d'objectifs qui existent, mais je pense que l'USAID faisait quand même un bon travail dans certaines parties du monde sur le plan de la santé, de l'éducation ou même du développement tout simplement. Vous voyez? Mais voilà ce qu'on note chez Trump. Avec Trump 1, c'était America First et tout le monde le sait. Mais avec Trump 2, on a l'impression que c'est America Only ou America, period. L'Amérique tout court. Donc, ils essaient donc de revenir. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est avant même l'investiture de Donald Trump, il avait reposté une vidéo dans laquelle un professeur d'économie du nom de Jeffrey Sachs, un juif professeur d'économie à l'université de Columbia, où ce dernier parlait, disait que Netanyahou a tiré les États-Unis, a amené les États-Unis à la guerre pendant ces 20-25 dernières années, où ils ont dépensé des trillions de dollars. Et que donc, les États-Unis n'y ont rien gagné, sinon ils ont terni leur image et saigné leur économie. Et le traité même de fils de, le traité Netanyahou de fils de, et Donald Trump l'a reposté. Et dans une interview où il revenait sur cela, nous avons dépensé des trillions, je ne dis pas des billions ou des millions, des trillions de dollars dans des guerres qui nous ont rien rapporté. Donc il veut revenir donc à la base au bercail, ramener tout au bercail, tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il peut avoir, ramener tout à la maison et dire que c'est l'Amérique qui compte et c'est l'Amérique qui l'intéresse. Dans ce sillage, c'est dans ce sillage qu'il faut mettre d'ailleurs ces tarifs qui sont, comme on l'appelle ici, une taxe sur les États visés, une taxe. Parce que chaque année ici, les États-Unis sont confrontés à l'heure du vote du budget à une équation à deux inconnues. Allons-nous diminuer les dépenses de l'État ou augmenter les taxes du côté, par exemple, des démocrates, on parle souvent il faut taxer les riches. Mais aujourd'hui, on sait que cela est devenu maintenant une chimère. Une chimère, on ne peut pas taxer les riches puisqu'ils sont au pouvoir. Ils ne vont pas se taxer tout seuls. Donc, on ne peut pas taxer les riches. Ce n'est pas très populaire de taxer également la masse, donc les pauvres. Et on ne peut pas augmenter également
les dépenses parce que ces systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure arrivent à leur fin. Ils le sentent. Ils ne peuvent plus continuer d'imprimer l'argent à souhait et ils savent que avec donc l'émergence des briques, ces systèmes peuvent être challengés, peuvent être défiés à tout moment. Donc, on ne peut pas se permettre de continuer d'imprimer de l'argent pour soutenir l'économie comme cela a été le cas par moment où il fallait tirer des milliards de dollars, des trillions de dollars pour renflouer des banques ou tirer des trillions de dollars pour stimuler l'économie. On ne peut plus faire cela. La formule, c'est il faut taxer les États à travers des tarifs. C'est la nouvelle formule de Donald Trump. Et essayer également d'intimider des gens par-ci par-là, l'Ukraine et d'autres, afin de ramener des fonds vers les États-Unis. Mais au-delà de tout cela, je souhaite que les États-Unis quand même continuent à aider un peu le monde pour leur image, d'autant que John Kerry, alors secrétaire d'État sous Obama, avait dit l'aide américaine, l'aide internationale américaine, ce n'est pas un don, ce n'est pas une charité, c'est un investissement pour une Amérique forte et un monde de l'ordre dans le monde. Donc il y avait certainement des agendas cachés dans tout cela, dans les idées et dans ces aides internationales. Qu'à cela ne tienne, je pense que ces aides sont quand même vitales pour bien des personnes à travers le monde. Euh, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler d'Elon Musk, mais surtout, nous allons parler de l'IA. Je parlais d'Elon Musk et de l'IA parce qu'il y a un rapport. Mais nous allons parler de l'IA et pour cela, nous allons remonter très loin, très loin, c'est-à-dire jusqu'au début de l'humanité. À très bientôt. Merci.